Le garçon naquit une nuit calme. Sans tonnerre. Sans fête. En grandissant, les autres enfants couraient plus vite que lui, parlaient plus fort et se moquaient de lui chaque jour. On l'appelait le faible. Quand les garçons partaient à la chasse, il restait au village. Pendant les fêtes, il se tenait seul, à l'écart. Même son père avait honte de lui. Seule sa mère lui murmurait le soir, « Tu n'es pas inutile. Le monde ne t'a simplement pas encore découvert. » Dans ce petit village entouré de collines et de forêts épaisses, tout le monde pensait la même chose, la force était la chose la plus importante au monde. Pour les habitants, un homme valait quelque chose seulement s'il pouvait soulever de grosses charges, courir longtemps sans s'arrêter, manier la lance avec adresse ou terrasser un animal sauvage d'un seul coup. Les anciens, ceux qui avaient les cheveux blancs et les visages pleins de rides, répétaient sans cesse cette idée aux enfants dès qu'ils savaient marcher. Un homme qui ne sait pas se battre ne peut pas protéger son peuple, disait-il d'une voix grave, assis autour du grand feu le soir. Cette croyance était comme une règle gravée dans la pierre. Dès l'âge de 8 ou 9 ans, les garçons étaient envoyés s'entraîner avec les grands. Ils apprenaient à lancer des fléchettes, à grimper aux arbres très vite, à frapper fort avec un bâton. Celui qui gagnait les combats recevait des compliments, des sourires, parfois même un morceau de viande supplémentaire pendant le repas. Celui qui perdait était ignoré ou pire, on se moquait de lui devant tout le monde. Le garçon dont on parle ici n'était pas fait pour... Il avait les bras fins, les jambes pas très solides, et quand il courait, il s'essoufflait très vite. Les autres enfants le regardaient avec un mélange de pitié et de mépris. Ils l'appelaient le faible, l'inutile, celui qui reste derrière. À chaque fois qu'un groupe partait chasser le sanglier ou pêcher dans la rivière, on lui disait « Toi, reste ici, tu nous ralentirais. » Il baissait la tête et obéissait sans discuter. Au lieu d'aller avec les autres, il passait beaucoup de temps tout seul. Il s'asseyait près de la forêt sacrée, cet endroit où personne n'osait trop entrer parce qu'on disait que les esprits y vivaient. Là, il écoutait. Il écoutait le vent qui glissait entre les feuilles, le chant des oiseaux qui changeait selon l'heure, le bruit léger des petits animaux qui couraient dans l'herbe. Il regardait les fourmis travailler en ligne droite, les papillons voler sans but apparent, les ombres des arbres danser sur le sol quand le soleil bougeait. Pendant que les autres garçons criaient, riaient fort, se provoquaient en combat, lui restait silencieux. Il n'avait pas envie de prouver quoi que ce soit par la force. Il préférait comprendre. Il se demandait pourquoi les oiseaux chantaient différemment le matin et le soir, pourquoi certaines plantes poussaient seulement après la pluie, pourquoi le vent semblait parfois triste. Personne ne lui avait appris ces choses, mais il les sentait au fond de lui. Les gens du village trouvaient cela bizarre. Pour eux, un garçon devait être bruyant, actif, courageux avec les armes. Le silence, c'était de la faiblesse. Alors on l'évitait. Même son père, un chasseur respecté, détournait les yeux quand il le voyait rentrer les mains vides. Sa mère était la seule à ne pas le juger. Le soir, quand tout le monde dormait, elle venait s'asseoir près de lui et lui caressait les cheveux. « Ne les écoute pas trop, murmurait-elle. Ils ne comprennent pas encore ce que tu portes en toi. » Mais le garçon grandissait avec cette douleur dans la poitrine, se sentir de trop, se sentir inutile, se sentir invisible. Chaque moquerie, chaque regard qui le fuyait creusait un peu plus le vide en lui. Pourtant, il continuait d'écouter. Il continuait d'observer. Parce que quelque chose, tout au fond, lui disait que ce silence n'était pas vide. C'était peut-être une autre forme de force, une force que le village n'avait pas encore appris à voir. Une nuit d'été très douce, le garçon décida de ne pas rentrer au village après sa journée passée près de la forêt. Il se sentait fatigué des regards, fatigué des paroles dures. Il marcha jusqu'à un très vieux baobab, un arbre immense dont le tronc semblait plus large qu'une maison. Les gens disaient que cet arbre avait plus de 1000 ans et qu'il avait vu passer des générations entières. Le garçon s'allongea contre ses racines énormes, posa sa tête sur l'écorce rugueuse et ferma les yeux. Au début, tout était calme. Les grillons chantaient leurs chansons habituelles. Puis, peu à peu, le vent se leva doucement. Il ne soufflait pas fort comme une tempête, non, il murmurait. On aurait dit des voix très anciennes qui parlaient entre elles, des voix venues de très loin. Le garçon ouvrit les yeux. La lune, qui était déjà belle, devint soudain encore plus brillante, comme si quelqu'un avait allumé une lampe géante dans le ciel. Une lumière argentée tomba sur la forêt et sur lui. Ensuite, la terre trembla. Pas un gros tremblement qui fait peur, mais un frisson léger, comme si le sol respirait. Le garçon se redressa. Il n'avait pas peur. Il sentait que quelque chose d'important arrivait. Autour de lui, l'air sembla se remplir de présence.
Il ne les voyait pas vraiment, mais il les sentait, des formes floues, des souffles chauds, des murmures qui venaient de partout. Et puis les voix parlèrent clairement. Pas avec des mots normaux, mais avec des images et des sentiments qui entraient directement dans son cœur. Tu n'es pas faible, dirent les esprits. Tu es silencieux parce que tu entends ce que les autres ignorent. Les cris empêchent d'écouter. La force brute étouffe la sagesse. Toi, tu as gardé tes oreilles ouvertes. Le garçon sentit des larmes monter, mais pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement. Toute sa vie, on lui avait dit qu'il valait moins que les autres. Et là, pour la première fois, des voix puissantes lui disaient le contraire. Une présence plus forte s'approcha. Il sentit quelque chose toucher son front, comme une main fraîche et lumineuse. Souviens-toi de ceci, dirent les esprits. Un jour, le village aura besoin de la sagesse qu'il a méprisée. Ce jour viendra bientôt. Tu ne seras pas seul. Nous serons avec toi, mais tu devras rester fidèle à ce que tu es, celui qui écoute. Ensuite, tout redevint silencieux. La lune redevint normale. Le vent s'arrêta de murmurer. La terre ne trembla plus. Le garçon resta assis longtemps, le cœur battant. Il toucha son front, il était encore un peu chaud à l'endroit où on l'avait touché. Quand il se releva, il n'était plus le même. La peur qui vivait en lui depuis des années avait disparu. Il marchait droit, les épaules relâchées. Il n'avait pas grandi en muscles, il n'avait pas appris à manier la lance, mais quelque chose de nouveau brillait dans ses yeux, une confiance calme, une certitude douce. Il rentra au village juste avant l'aube. Personne ne l'avait vu partir, personne ne remarqua qu'il revenait changé. Mais au fond de lui, il savait, les esprits lui avaient donné un cadeau. Pas une arme, pas de la force visible, mais une vérité. Et cette vérité allait bientôt servir. Quelques semaines après cette nuit magique sous le baobab, un grand malheur arriva au village. Au début, personne n'y fit vraiment attention. La rivière, celle qui traversait la vallée depuis toujours, commença à diminuer. L'eau coulait moins fort. Les femmes qui venaient laver le linge remarquèrent que les pierres du fond devenaient visibles. Puis, jour après jour, le niveau baissa encore. Bientôt, il ne resta plus qu'un mince filet d'eau au milieu du lit de la rivière. Les champs devinrent secs. Les plants de mil jaunissaient et mouraient. Les animaux avaient soif, les chèvres bêlaient sans arrêt, les poules ne pondaient plus. Les enfants les plus petits pleuraient parce qu'ils n'avaient plus assez à boire. Les mères essayaient de les calmer, mais elles avaient peur elles aussi. Tout le monde comprenait, sans eau, le village ne survivrait pas longtemps. Les hommes les plus forts décidèrent d'agir. Ils prirent des pelles, des pioches, des grosses branches. Ils descendirent dans le lit de la rivière et se mirent à creuser pour trouver une nouvelle source. Ils travaillèrent du matin jusqu'au soir, torse nu, en sueur. Mais plus ils creusaient, plus la terre devenait dure comme de la pierre. Les outils cassaient. Leurs mains saignaient. Après 3 jours, ils se remontèrent épuisés et bredouilles. Rien. Pas une goutte. Ensuite, les chasseurs les plus courageux eurent une autre idée. Ils dirent, c'est l'esprit de l'eau qui est fâché contre nous. Il faut aller le défier. Ils prirent leurs lances, leurs amulettes, et partirent vers la source lointaine, là-haut dans les collines, là où la rivière naissait. Ils chantèrent des chansons de guerre, frappèrent leurs boucliers. Ils revinrent 2 jours plus tard. Leurs visages étaient sombres. Leurs lances étaient cassées. Ils racontèrent que l'eau avait disparu de la source. À la place, il y avait un trou sec et des rochers brûlants. Ils avaient crié, frappé le sol, lancé des pierres. Rien n'avait bougé. L'esprit de l'eau ne les avait même pas écoutés. Ils avaient l'impression d'avoir été ignorés, comme si leur force ne valait rien face à ce silence. La peur s'installa vraiment. Les anciens se réunirent autour du feu central. Ils parlaient à voix basse. Les femmes serraient leurs bébés contre elles. Les enfants ne jouaient plus. On sentait la mort approcher doucement. Sans eau, pas de récolte. Sans récolte, pas de nourriture pour l'hiver. Le village entier risquait de disparaître. Certains commencèrent à accuser les autres. C'est ta faute, tu as offensé les esprits, disaient-ils. D'autres voulaient partir, abandonner le village et chercher un autre endroit. Mais partir avec des enfants, des vieux, sans eau sur le chemin, c'était presque impossible. Pendant ce temps, le garçon observait tout cela de loin. Il ne parlait pas beaucoup. Il passait ses journées près de la rivière presque vide, assis sur une pierre. Il écoutait le silence de l'eau. Il regardait le ciel sec.
Il sentait quelque chose dans l'air, quelque chose de triste mais pas encore perdu.